Bonjour, bienvenue au Musée national de la Renaissance Château d'Écouen. Je suis Matteo Gianeselli, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Antoine Caron, le théâtre de l'histoire. Alors l'exposition cherche à mettre en lumière cette figure un petit peu oubliée de la Renaissance, qui est Antoine Caron, ce qui est un vrai paradoxe, puisque à l'époque, Caron est un artiste qui est très favorisé, puisqu'il a travaillé pour tous les rois de France, de François Ier à Henri IV, et pour la reine-mère Catherine de Médicis. Donc l'idée est de revenir un petit peu sur sa carrière de manière un petit peu chronologique comme on le voit dans les expositions monographiques plus classiques, mais et surtout plutôt du point de vue thématique, puisque l'idée était vraiment d'insister sur cette problématique de Caron fournisseur de modèles et de dessins et montrer ainsi que être peintre à la Renaissance, ce n'est pas uniquement prendre les pinceaux, mais c'est aussi vraiment travailler en dialogue très étroit avec ses confrères, puisque Caron fournit vraiment un nombre important de dessins à des maîtres verriers, des lissiers, des graveurs, des peintres, etc. Alors Antoine Caron est né à Beauvais en 1521 et malheureusement on n'a aucune trace de sa formation initiale. On estime un petit peu par tradition qu'il s'est formé auprès de l'atelier des Leprince, qui est une famille de grands maîtres verriers, c'est vraiment les plus grands maîtres verriers de la Renaissance, en particulier autour de la cathédrale de Beauvais. Si c'est le cas, c'est très intéressant pour nous parce que ça implique dès son plus jeune âge un rapport vraiment de Caron avec d'autres artistes artisans autour de lui. Donc cette idée déjà de transmission de modèles serait déjà donc au cœur de sa formation. Et si ce n'est pas le cas, il faut peut-être plutôt imaginer donc un jeune Caron travaillant auprès de peintres ou de sculpteurs plus classiques, puisqu'on estime évidemment qu'avec un chantier comme une cathédrale, il y a sans doute évidemment aussi des peintres. Ce que l'on sait aussi de sa formation, c'est que Caron travaille dans les années 40 puis dans les années 50 sur deux grands chantiers importants en Île-de-France. Dans un premier temps au château de Fontainebleau, auprès des Italiens autour de Primatis et de Niccolò dell'Abate, et on en reparlera. Et dans un second temps, il est aussi documenté comme peintre attitré de Diane de Poitiers à Annette. Donc le propos de la première salle est justement de revenir sur la formation de Caron autour de Fontainebleau et d'Annette, mais en introduction, je tenais aussi à présenter ces deux œuvres, puisqu'on a la chance de savoir à quoi ressemblait Caron. C'est un des rares artistes de cette époque pour lequel justement il existe encore des portraits, et donc on a un très beau dessin attribué à François Quesnel qui montre Caron à l'âge de 71 ans, puisque Caron est mort en 1599, donc à l'âge de 78 ans, donc un artiste avec une carrière très très longue, et ce dessin a donc servi de modèle à une gravure qui a ensuite connu une très très large diffusion, et on y voit donc Caron à la veille de sa mort, représenté donc avec les instruments de son art, et la dédicace eh bien, s'amuse justement du jeu de mots entre Caron et Charon. Charon, c'est le passeur du Styx, celui qui conduit la barque sur le fleuve des Enfers, et donc eh bien, on s'amuse en disant que le nom de Caron justement eh bien, rivalisera avec l'éternité. Et c'est justement ce qui a permis aussi cette chronologie collée, qui a été éditée au début du XVIIe siècle et qui présente donc une sorte de panorama des grandes figures de la Renaissance. Et dans ce who's who donc qui met en place vraiment les célébrités de l'époque, eh bien on retient trois artistes. Clouet, le grand portraitiste, Goujon, le sculpteur, et donc Caron, qui est peut-être aussi l'incarnation de la peinture d'histoire. Et d'une certaine manière, c'est vraiment l'incarnation vraiment pour les générations suivantes de l'art du XVIe siècle, de cette Renaissance, donc de cette Renaissance française. Caron donc intervient dans les années 40 au château de Fontainebleau où il décore en particulier la galerie du Lys sous la direction de Primatis.
Derrière moi se trouve une représentation d'Ulysse et les sirènes. C'est une copie justement d'une de ces compositions de la galerie d'Ulysse qui a été réalisée par Ruggero de Ruggeri. C'est un artiste bolonais, donc de la même origine que Primatis, et qui livre donc cette composition pour le château de Villeroy avec une très grande fidélité par rapport au modèle. Et on comprend bien tout cet art sensuel, très érudit, très animé de cette école de Fontainebleau, et à la fois aussi cette grande ascendance des motifs italiens, ce michel-angélisme en particulier des figures des sirènes, de dos au premier plan, avec leur dos très puissant, et cette grande sensualité aussi des figures et de la manière de peindre qui est aussi très importante pour le jeune Caron. L'idée, c'était vraiment de revenir sur la culture visuelle de Caron, ce que Caron a dans l'œil, ce à quoi il participe directement et ce aussi qui servira à la définition de sa manière propre. Cette galerie d'Ulysse, donc, elle est constituée de grandes scènes autour de l'histoire d'Ulysse sur les côtés, je le disais, et sur la voûte, donc, de compartiments avec des grotesques. Et on sait que Caron est rémunéré pour la peinture de ces éléments ornementaux. Et donc on a la chance de pouvoir présenter cette gravure d'après Androuet du Cerceau, qui est une sorte de combinaison de différents motifs de grotesques au sein du château de Fontainebleau, et ce dessin de Rennes qui montre bien le système ornemental très complexe de cette voûte de la galerie d'Ulysse, et on voit bien vraiment comment grotesque et figure mythologique cohabitent. Au centre, une figure du Nil qui a été réalisée par Primatis, et on a la chance de pouvoir présenter donc côte à côte cette étude de l'école des Beaux-Arts réalisée par Primatis. Ce qui est important aussi, c'est de voir que dès ce moment-là, une hiérarchie est mise en place sur le chantier de Fontainebleau, où un artiste inventeur, ici Primatis, livre des dessins, et ce sont d'autres peintres, d'autres artistes qui réalisent donc ces inventions, qui les mettent en peinture, et tout ceci sans vraiment d'aspect négatif. On n'est pas mal perçu parce qu'on est un artiste qui, entre guillemets, ne peint que d'après des dessins réalisés par d'autres peintres. Le grand Niccolò de Labbate peint vraiment aussi dans la salle du bal d'après des dessins de Primatis. Niccolò de Labbate, c'est un artiste italien qui est aussi appelé à travailler sur les chantiers du château de Fontainebleau et qui arrive en France à partir de 1552. Donc l'idée de cette grande et belle séquence de Niccolò de Labbate, c'était vraiment de montrer le magistère fondamental de cette figure pour notre artiste. Et on comprend bien en regardant les dessins déjà du point de vue de la technique combien Caron a regardé de manière très très fine la manière de dessiner de l'italien. Et cette séquence permettait aussi de montrer combien tous les grands genres pratiqués par Niccolò ont eu aussi une ascendance fondamentale pour notre jeune artiste. Donc on le voit bien sur ce premier dessin du musée des arts décoratifs qui représente Flore, la divinité du printemps éternel. Caron est un grand amateur de peinture allégorique, mais on voit aussi combien ce système allégorique était très exploité au cours des grandes festivités, des grandes célébrations du règne des Valois, et on imagine très bien aussi ce genre de figure utilisée sur un char de triomphe ou sur un arc de triomphe pour justement ces décors éphémères. Au centre, un très grand paysage de Niccolò, ça c'est aussi vraiment un apport fondamental de l'italien, cette ouverture magistrale sur les grands panoramas. Niccolò arrive donc d'Italie avec toute sa formation italienne évidemment, tout le grand paysage à la vénitienne, tout le grand paysage émilien, et aussi évidemment très teinté de peinture nordique, avec aussi cette fascination qu'a l'Europe pour les panoramas de Patinir. Caron récupère vraiment directement aussi ce goût du paysage. Dernier dessin sur ce canapé, c'est une étude pour Anne de Montmorency, et vous savez qu'on est ici sur les terres d'Anne de Montmorency, donc c'est un dessin qui a une valeur particulière pour nous. C'est une étude donc pour un décor pour Anne de Montmorency, sans que l'on sache exactement pour laquelle de ses résidences,
mais on y retrouve vraiment le système bellifontain propre à la galerie de Fontainebleau de François Ier en particulier, avec ce système des médaillons et de grandes figures qui flanquent cette scène centrale, que l'on retrouvera aussi chez Caron, en particulier dans l'histoire françoise de notre temps, cette grande entreprise de dessin qui occupe Caron avant la mort d'Henri II. Et pour finir ce très beau tableau du musée du Louvre, qui est une synthèse vraiment des apports de Niccolò dell'Abate pour Caron, à la fois cette grande peinture d'histoire, comment raconter l'histoire biblique de manière très théâtralisée, avec ces grandes figures de femmes, une manière aussi très brillante, très sensuelle, que l'on a évoqué pour l'art de Primatis, avec ce côté très mouillé des drapés qui aussi fait écho à cette manière très brillante, très nouvelle de représenter le paysage, et les draperies de ces jeunes femmes donc répondent à ces mouvements de l'eau, à ces mouvements aussi du ciel. Alors on se trouve dans la deuxième salle de l'exposition qui est plus thématique puisqu'elle se consacre en particulier à la question des modèles, puisque Caron, comme je vous le disais en introduction, est vraiment quelqu'un qui travaille énormément pour ses collègues. On est ici face à une séquence tout à fait pertinente dans cette optique, puisqu'elle revient sur le lien de Caron avec les graveurs. Caron fournit un dessin pour le cycle d'Esther, donc autour de cette figure biblique de l'Ancien Testament. Et cette invention est ensuite récupérée par Denis de Matonnière, qui est un des grands graveurs de la rue Montorgueil, qui est vraiment l'épicentre de la gravure parisienne de l'époque. Et on voit très clairement comment le graveur s'inspire très fortement du dessin de Caron, mais y apporte aussi un certain nombre de modifications, y apporte sa patte, entre guillemets, et c'est vraiment ce statut très particulier du peintre en image, entre guillemets, qui a aussi une valeur artistique propre. Donc les liens entre les deux sont avérés, mais la pratique, au sens de la pratique artistique, reste encore un petit peu en question. Comment l'un intervient par rapport à l'autre? Est-ce que Caron est présent lorsque l'autre grave? Ce qui impliquerait vraiment un rôle de Caron comme un peu une sorte de guide, ou est-ce qu'au contraire le dessin est mis à disposition et le graveur peut justement agir avec une plus grande liberté. En tout cas, on a deux exemples ici mis côte à côte. La gravure en noir et blanc dans ce très beau volume de la BNF, volume qui contient près de 300 gravures de la rue Montorgueil et qui sort évidemment très rarement de ses réserves. Et de manière plus originale, le Mucem nous a aussi prêté cette très belle feuille, toujours sur le couronnement d'Esther. Une feuille, vous voyez, qui est mise en couleur, avec des couleurs très chaudes, une palette très profonde, qui rivalise directement avec la peinture ou la tapisserie. Et enfin, ce dessin circulaire qui nous est prêté par l'École des Beaux-Arts, qui montre qu'on intervient aussi sur plusieurs séquences. Donc il faut imaginer le dessin de Caron, la gravure de Denis de Matonnière et ce dessin qui intervient donc après, à la fin de la séquence, et qui reprend donc la gravure. Et son format circulaire implique qu'il s'agissait sans doute d'une étude pour les arts décoratifs, peut-être pour un petit vitrail civil. Alors on se trouve aussi devant une séquence intéressante pour Caron, puisque on a derrière moi deux versions de la mort de la femme de Sestos. La mort de la femme de Sestos, c'est un épisode qui est raconté chez Pline l'Ancien, donc cet auteur antique, qui dans un développement sur les oiseaux raconte qu'une jeune fille aurait recueilli un aigle qui était assez mal en point. Et malheureusement, cette jeune femme meurt prématurément et elle est, comme vous le voyez, rejointe dans la mort par son animal fidèle.
Alors, on connaissait ces variations autour de Caron, puisqu'il ne s'agit pas de Caron lui-même qui est ici peintre, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose entre guillemets de caronesque, que c'était quelqu'un qui était donc sans doute autour de Caron. On retrouve bien cette manière de mettre en scène la narration. La composition est tout à fait typique de Caron, mais le niveau n'était peut-être pas si élevé que ce qu'on pourrait attendre pour Caron. Donc, on avait ces deux tableaux. Celui-ci est une acquisition toute récente du musée d'Écouen, et de l'autre côté, une autre variation par un autre peintre à Saumur, au château de Saumur. Et autour de cette exposition, donc, j'ai pu découvrir dans une collection particulière un dessin de la main de Caron qui prouve que Caron était donc bien à l'origine de cette invention, qu'il avait vraiment lui-même réfléchi à cette iconographie, et que, autour de lui, cette image avait eu un grand succès. Cette image de Caron a un tel succès que on en retrouve aussi des traces en Europe plus largement, puisque le catalogue, dans le catalogue, je reproduis un tableau des Franken, donc à Anvers, au début du XVIIe siècle, et c'était aussi l'idée de montrer combien la peinture de Caron était une peinture érudite en plein humanisme. Vous savez qu'on est en pleine Renaissance, et donc on s'intéresse avec passion à cette littérature antique, et ce succès est aussi celui, vraiment reflète aussi celui donc de sa clientèle parisienne, érudite, humaniste, qui décore donc son intérieur avec ce type d'image mythologique en particulier, ou issue de la littérature antique, comme c'est le cas ici. Alors on se trouve devant la résurrection du Christ du musée de Beauvais. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu d'Antoine Caron. On retrouve évidemment cet art très dansant qui fait la marque de sa manière, avec un Christ en lévitation et cette composition complètement éclatée autour de ce pivot axial qui est incarné par Jésus, avec des figures vraiment prises dans une sorte de ballet, en particulier cette figure de droite en rouge et en rose, et aussi cet art typique aussi de notre artiste, d'une palette extrêmement vive, extrêmement contrastée, avec un jeu très acidulé d'écho entre les couleurs. L'image de cette résurrection a eu, semble-t-il, à la Renaissance, un écho formidable en France. On en a ici plusieurs traces, avec ce dessin d'Henri Le Rambert, qui est sans doute l'un des suiveurs les plus importants de Caron, important en particulier parce qu'on peut l'identifier. Un certain nombre restent malheureusement dans l'anonymat. C'était le cas par exemple des deux peintres responsables de la mort de la femme de Sestos que l'on vient de voir. Et Henri Le Rambert, lui aussi est attaché à fournir des modèles. C'est le cas ici pour l'église de Saint-Méry à Paris, et il réalise donc une résurrection pour une des tapisseries qui, vous le voyez, est extrêmement proche de la composition de Caron, en particulier pour cette figure du Christ au centre, et puis cette composition en V ensuite qui part justement de cette forte axe de symétrie, mais une composition qui reste un petit peu plus disciplinée, une sorte de Caron assagi. L'idée de cette confrontation, c'était aussi de montrer que Caron ouvre aussi d'une certaine manière sur la grande peinture du XVIIe siècle, et on voit bien avec ce type de composition combien Caron a pu forcément influencer aussi les générations suivantes. Caron a aussi sans doute travaillé en étroite collaboration avec Nicolas Pinégrier, qui est un Beauvaisien aussi comme Caron, donc on imagine aussi forcément à Paris des liens très étroits qui unissaient ces artistes nés dans la même ville. Et Nicolas Pinégrier est un grand maître-verrier, actif ici à Saint-Étienne-du-Mont et plus tard à Saint-Gervais-Saint-Protais, et les compositions de ces grandes verrières reprennent aussi en grande partie les inventions de Caron.
Alors là, on se trouve devant une autre séquence passionnante, celle autour du cycle d'Artémise et en particulier de cette image de la remise du livre et de l'épée. Alors Artémise, c'est un des grands chantiers qui a occupé Caron toutes les années 60, qui est une commande d'un apothicaire, Nicolas Well, qui cherche à séduire Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, vous le savez, vient de perdre son mari Henri II et elle se retrouve donc à la tête du pays et devant éduquer son fils, le futur Charles IX. Et tout le propos de ce grand cycle d'Artémise est justement de légitimer la régence de Catherine de Médicis et donc de glorifier son rôle de reine et de reine-mère. Donc cette image de la remise du livre et de l'épée, elle est tout à fait symbolique évidemment, puisqu'on y voit donc Artémise qui est en train de conduire son enfant vers l'éducation idéale d'un jeune prince de la Renaissance, donc entre le livre, donc entre l'éducation littéraire, humaniste, et l'épée évidemment qui porte évidemment en elle des vertus militaires et guerrières. Ce projet d'Artémise, donc, est au départ un projet qui, vous le voyez, par ce cadrage très précis, avec des bordures, destiné à être des modèles pour des tapisseries. C'est-à-dire que Nicolas Well cherche à offrir ses dessins à Catherine de Médicis en lui indiquant que ses études pourront servir vraiment de modèle à des tapisseries. Le projet n'aboutit que sous Henri IV, donc au début du XVIIe siècle, alors que Caron est mort, et c'est donc un moment très important pour Caron parce qu'il retrouve d'une certaine manière une actualité, on ressort les dessins à ce moment-là, et Henri IV récupère donc les dessins qui étaient dans les mains de Catherine de Médicis et refonde l'ensemble du projet. C'est une des premières manifestations, une des premières créations de cette jeune manufacture de Saint-Marcel, les futurs Gobelins si vous voulez, et on en a ici donc un grand exemple avec cette tapisserie dont le modèle date des années 1600-1607, mais qui a sans doute été celui-ci tissé autour donc des années 20. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir qu'on récupère au début du XVIIe siècle, donc près de 40 ans après l'invention de Caron, ce modèle. Et donc, on a, comme je vous le disais en introduction, une très grande fidélité au nom de Caron tout au long donc, de notre période en question. Ce qui est intéressant aussi dans cette séquence, c'est de voir ce tableau qui, vous le voyez, est directement inspiré du dessin du musée du Louvre. Et il faut donc imaginer évidemment que l'on se situe à un moment intermédiaire entre la création du dessin et la réalisation de la tapisserie. Et un peu comme on l'observe dans l'atelier de Léonard de Vinci par exemple, il faut sans doute imaginer que l'on réalise des peintures à partir de dessins qui, à la base, n'ont pas pour vocation à servir de modèle pour des peintures. Je vous disais que ce dessin du musée du Louvre était destiné potentiellement à servir de modèle pour une tapisserie et pas du tout pour une peinture. Mais l'invention existe et on en profite, et donc encore une fois on se situe face à un tableau réalisé par un peintre anonyme autour de Caron, mais qui est capable, vous voyez, de reprendre à son propre compte l'invention, donc l'idée, le motif de Caron, et aussi toute sa technique, aussi bien dans la palette que dans le maniement même du pinceau. Alors on se trouve désormais face au clou du spectacle, cette galerie de Psyché qui accueille aujourd'hui donc les 8 tapisseries de la tenture des Valois qui ont été commandées par Catherine de Médicis, données ensuite à sa petite fille au cours de son mariage avec le grand-duc de Toscane, où elles arrivent donc dès 1589. C'est un coup exceptionnel effectivement car c'est la première fois qu'elles sont réunies ensemble, visibles dans leur intégralité, puisqu'elles n'ont donc pas été vues ensemble depuis le XVIe siècle. C'est un ensemble qui est tissé à Bruxelles, puisque Bruxelles reste vraiment la capitale européenne de la tapisserie, et la scénographie cherche à montrer la complexité de la
constitution de ces tapisseries avec un jeu visuel entre donc les lutrins et les tapisseries qui permettent de montrer combien justement ces ateliers de Bruxelles ont sans doute reçu une grande documentation graphique, en particulier pour la constitution de cette grande galerie de portraits qui, vous le voyez, est vraiment mise à l'honneur au premier plan de décomposition. Il faut donc imaginer plusieurs étapes dans ce grand projet. Caron qui réalise des dessins liés à cette tenture qui représente exclusivement des scènes de festivités. Ces dessins sont réalisés sans doute autour de 1573-1574, donc sous le règne de Charles IX. Et le tissage, en revanche, n'a lieu que sous Henri III, donc sous son successeur, et c'est sans doute à ce moment-là que le projet donc est complètement remanié, que l'on passe d'une évocation peut-être unifiée des fêtes à une exaltation plutôt de cette grande galerie de portraits qui sont tous issus de la cour de Catherine de Médicis et donc de son entourage strict et des grandes familles qui l'entourent à cette époque. C'est un grand programme de propagande à la fois familiale et politique. Familiale car on est en plein tourment donc des guerres de religion. La famille des Valois s'arrache également en son sein et les rues de Paris et de la France sont mises à mal. Donc au contraire de ce que l'on pourrait attendre, Catherine de Médicis prend complètement à rebours ce contexte et cherche plutôt à montrer une image extrêmement harmonieuse de sa famille, une image enjouée, idyllique, paradisiaque, d'un âge d'or que l'on cherche vraiment à ressusciter. Alors on se trouve devant la représentation d'un tournoi équestre. Des cavaliers sont en train de s'affronter et on est à la toute fin du tournoi puisque l'on a lancé des boules de feu, vous voyez, qui servent justement à séparer donc les adversaires. Au premier plan, à gauche, trône Catherine de Médicis avec Marguerite de France et de l'autre côté, la reine Louise de Lorraine. On est ici face à une représentation historique, on sait exactement où elle a eu lieu, on est à Bayonne en 1565. C'est un des grands moments des rencontres entre la reine Catherine de Médicis et son fils Charles IX, au moment où ils entreprennent un grand tour de France et où ils rencontrent donc Élisabeth, donc l'autre fille de Catherine, qui elle est reine d'Espagne. Il faut imaginer vraiment que ce sont des tournois purement fictionnels, ce n'est pas du tout des affrontements réels, c'est vraiment une mise en scène de théâtre, de parade, et on se trouve ici donc devant l'affrontement virtuel entre les Anglais et les Irlandais. Les Anglais étant en rouge, les Irlandais à droite, et c'est vraiment tout le grand cérémonial des festivités de cette époque-là, avec un certain nombre de points attendus, en particulier les triomphes qui ont lieu en arrière-plan, à gauche le triomphe de l'amour et à droite le triomphe des vertus, et aussi la remise des cadeaux aux dames qui se trouvent dans les tribunes. Cette composition a été mise au point grâce à un dessin de Caron qui est conservé à la Courtauld Gallery, qui sert vraiment de point de départ fondamental à cette tapisserie. Mais vous voyez comment les ateliers de William de Panmaker, le grand lissier bruxellois, celui qui fournit la cour de Charles Quint ou de Philippe II, on est vraiment au sommet de la grande tapisserie bruxelloise, mettent en place un certain nombre de modifications, apportent un certain nombre de nouvelles choses dans ces images, et en particulier donc les portraits qui sont sans doute aussi, comme je le disais tout à l'heure, soumis à un certain nombre de documents envoyés par la Cour de France, en particulier peut-être pourquoi pas ce type d'images gravées, comme c'est le cas ici donc des portraits de Catherine de Médicis, qui servent directement, vous le voyez, de support aux cartonniers bruxellois.
Ce qui est intéressant aussi avec cette composition, on le voit très clairement avec ce petit fragment que le musée d'Écouen a acheté il y a très peu de temps, c'est que ces cartons justement de Bruxelles ont servi de support à d'autres tissages. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que d'autres clients sont arrivés dans ces ateliers, ont été séduits par les cartons et ont donc demandé un nouveau tissage. Et on le voit très clairement combien cette composition a été reprise presque intégralement, sauf justement ces portraits qui ont changé donc, entre le tissage initial et cette reprise donc, à Écouen. Et donc évidemment malheureusement ces personnages étant encore dans l'anonymat, on n'a pas encore les clés pour résoudre ces clés de cette nouvelle commande. Alors on se trouve maintenant devant la réception des ambassadeurs polonais à Paris, puisque Catherine, vous le voyez au centre de la tapisserie, reçoit les ambassadeurs polonais qui viennent porter la couronne au jeune Henri. Et à cette occasion, Catherine de Médicis avait mis en scène évidemment un très grand nombre de festivités au sein du jardin des Tuileries. Donc il faut imaginer que l'on se trouve ici devant ce grand jardin des Tuileries, vous le voyez, et on a l'entrée sur la droite d'un grand char de triomphe avec un certain nombre de figures féminines dessus qui sont censées représenter les provinces de France qui entrent en triomphe donc à cette occasion. Catherine de Médicis se trouve à côté d'un trône vide. Il faut imaginer que le jeune Henri s'est levé pour entrer dans la danse. Il conduit, vous le voyez, sa jeune sœur Marguerite, et la reine Louise de Lorraine se tient debout à côté donc de Catherine de Médicis. De l'autre côté, une figure, vous voyez, très fièrement postée, dans laquelle on reconnaît peut-être Anne de Joyeuse, l'un des favoris donc d'Henri III. Ce qui est fascinant avec toutes ces tapisseries, et celle-ci en particulier, c'est vraiment le soin accordé vraiment à la description des différents costumes, avec ce système très luxueux, non seulement d'utilisation d'or dans la tapisserie, puisqu'on a de l'or partout, même dans les feuilles ou dans les bordures, qui sont évidemment des zones plutôt marginales dans les compositions. Mais vous voyez aussi un système donc de surimpression, c'est-à-dire que l'on a brodé par-dessus la composition avec des fils d'or, et ceci sur un ensemble très très important de parties, et on le voit très clairement vraiment dans tous les costumes de ces figurants. Les lutrins au cœur de la galerie de Psyché cherchent aussi vraiment à montrer toute la culture visuelle, c'est-à-dire qu'on cherche d'un côté à évoquer la constitution de ces compositions, mais aussi de montrer les liens très étroits entretenus entre ces tapisseries et la production contemporaine. Et par exemple, en lien avec cette réception donc, des ambassadeurs polonais dans les Tuileries, je voulais montrer ce très beau dessin de Caron, toujours pour le cycle d'Artémise, qui évoque vraiment les délices au jardin avec cette pergola au cœur donc, de l'étude, et qui entre évidemment en résonance avec cette salle de verdure éphémère que Catherine de Médicis avait constituée donc, à l'occasion. À côté, deux autres études aussi provenant du musée du Louvre, qui évoquent vraiment ces montagnes des nymphes, qui étaient vraiment un motif très populaire dans ces entrées royales par exemple, comme des pains de sucre un petit peu, très artificiels, sur lesquels étaient installées différentes figures de nymphes ou de muses. Dans la tapisserie, on y voit plutôt des muses, mais on sait d'après le livret qui a été édité à l'occasion donc de cette réception des ambassadeurs, qu'il s'agissait vraiment d'un mont avec les nymphes des provinces de France, surmontées par la nymphe de France, l'absolue étant à la tête. Et on a donc aussi ces livrets qui constituent vraiment des bases solides pour les ateliers de Bruxelles, donc qui reçoivent à la fois donc des documents graphiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec la gravure de Catherine de Médicis, mais qui ont sans doute aussi toutes ces transcriptions littéraires des festivités. C'est le cas pour Bayonne, et c'est le cas aussi donc pour la réception des ambassadeurs en 1573.
Dans cette quatrième salle, on revient sur cette question de Caron fournisseur de modèles, en particulier avec deux grands projets qui l'occupent à la veille de sa mort. Le premier, c'est le monument pour la Belle Cheminée, qui est une commande du roi Henri IV pour le château de Fontainebleau. Donc il faut imaginer un grand portrait équestre d'Henri IV qui est toujours à Fontainebleau, et encadré par un certain nombre d'autres éléments ornementaux, en particulier des grandes figures allégoriques. L'ensemble a été démembré au XVIIIe siècle et plusieurs éléments donc, ont terminé au musée du Louvre, en particulier ce petit relief de la bataille d'Ivry qui devait être situé donc, sous la figure du roi à cheval. Et sculpté par Mathieu Jacquet, donc un grand sculpteur d'Henri IV, et il reçoit sans doute un certain nombre d'éléments dessinés par Caron, notamment ce très beau dessin de la bataille d'Ivry, donc conservé au musée du Louvre, qui montre un certain nombre donc, de poncifs qui seront ensuite récupérés par Mathieu Jacquet. Encore une fois, on se trouve face à vraiment des moulinettes conceptuelles, c'est-à-dire que Caron fournit un modèle, une invention, et ensuite tout ça est refondé intégralement par le graveur, comme on a pu le voir avec le couronnement d'Esther, et c'est le cas aussi avec ce relief qui, vous le voyez, récupère un certain nombre de motifs de Caron, en particulier cette séquence d'enchaînement de cavaliers, mais ajoute aussi un certain nombre d'autres motifs, en particulier cette irruption de Jupiter dans le ciel, qui donne vraiment une valeur de peinture d'histoire à l'ensemble, ce qui n'était pas le cas du dessin de Caron, qui était plutôt une bataille plus générique, entre guillemets, de cette bataille d'Ivry. Ce que je voulais montrer aussi avec la confrontation de ces dessins, c'est la permanence de l'imaginaire de Caron, puisque à gauche se trouve un dessin pour l'histoire françoise de notre temps. C'est un autre projet de ce même apothicaire, Nicolas Well, celui qui travaille pour ce cycle d'Artémis que l'on a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est un projet qui remonte à avant la mort d'Henri II, donc avant 1559, et Caron est donc tout aussi exploité pour cette grande entreprise. L'idée est de mettre en scène tous les rois valois, les grands valois, et pour évoquer François Ier, on fait appel à ce grand souvenir de la bataille de Marignan, qui est donc ici représenté. On retrouve exactement cette mise en scène de la bataille avec les mêmes trucs que l'on retrouve donc 40 ans plus tard avec cette bataille d'Ivry. Donc on a affaire à un artiste qui est aussi dans l'autoréférentiel, qui récupère un certain nombre de motifs qu'il a mis au point précédemment et qu'il métamorphose selon ses projets et qu'il réexploite bien plus tard dans son vocabulaire. Ce qui est important aussi avec cet ensemble de la bataille d'Ivry et de la Belle Cheminée, c'est cette fidélité qu'ont tous les rois de France pour notre artiste. Henri IV, donc, à la toute fin donc, du XVIe siècle, fait toujours appel à Caron, lui qui a travaillé à Fontainebleau dès les années 40, donc plus de 50 ans auparavant, et on fait toujours appel à lui, même si c'est un artiste vieillissant, à la veille de sa mort, et c'est sans doute symbolique aussi de la volonté d'Henri IV de s'inscrire dans une grande tradition du mécénat royal qui a, pendant toute cette seconde moitié du siècle, fait appel continuellement à notre artiste Caron. Alors cette salle revient aussi sur cette fascination de l'Antiquité en pleine Renaissance, c'est évidemment un des grands thèmes de nos artistes, et une entreprise qui occupe Caron encore une fois quelques années juste avant sa mort, autour de 1597-1599, c'est l'illustration d'un grand texte antique de Philostrate, un texte qui décrit une quantité importante de tableaux censés avoir été exposés dans l'Antiquité. Ce sont donc des descriptions littéraires, purement littéraires, et le jeu, évidemment, est d'imaginer les illustrations en dialogue donc, avec ces textes. Donc Caron, évidemment, accepte cette entreprise, j'imagine, avec une grande passion, l'idée étant évidemment, encore une fois, de se confronter à cette Antiquité, de se confronter à l'art des anciens, et le projet donc est lancé à la veille
veille de la mort de Caron, mais n'aboutit encore une fois qu'en 1614. Donc, comme pour Artémise, on voit bien comment le début du XVIIe siècle est aussi un moment de renaissance de ce nom de Caron qui eh bien, réapparaît aussi pour les artistes. Donc, ici, on est face à l'illustration d'Amphion. Amphion, c'est une figure donc de la mythologie qui avait un don, un petit peu comme Orphée, si vous voulez. Lui, son don par la musique, c'était de faire s'élever les pierres. Et là, on assiste donc à l'élévation des murailles de Thèbes. La gravure ne porte pas l'Invenit de Caron. Hein. Vous savez que pour mentionner l'invention, le nom de l'inventeur de la composition, on appose souvent le nom de l'artiste à côté donc de l'Invenit, hein, comme invention, inventeur. Mais l'image est tellement caronesque qu'on estime que Caron a véritablement livré le dessin. En tout cas, donc en 1614, l'édition illustrée de Philostrate donc, paraît et le retentissement est vraiment très très large. C'est vraiment l'un des exemples les plus hauts du livre illustré donc, en ce début du XVIIe siècle. Et on se trouve aussi face à ce tableau qui a été reçu récemment en legs par le musée d'Écouen et qui est donc de la main d'un artiste français du XVIIe siècle qui s'inspire non pas du dessin de Caron, mais vraiment de la gravure. Donc un peu comme les poupées russes de tout à l'heure de ce couronnement d'Esther, hein, on a un dessin de Caron, une gravure d'après Caron et une peinture d'après la gravure d'après Caron. Donc ça montre vraiment les multiples facettes que prennent ces diffusions de l'art caronesque. Alors on se trouve dans la dernière salle de l'exposition qui porte le nom du sous-titre de cette manifestation, le théâtre de l'histoire. Et l'idée était là de rompre vraiment avec la chronologie et de faire une sorte donc de spectacle hein, de ce théâtre de Caron. On est devant 3 tableaux réunis pour la première fois dans leur histoire. Hein. C'est vraiment un ensemble tout à fait formidable pour le jeune Caron, puisqu'on est vraiment ici entre Niccolò dell'Abate, que l'on a vu dans la première salle, donc cet Italien venu donc en renfort sur les chantiers de Fontainebleau, et le jeune Caron. Et donc on est ici face à un artiste qui est donc vraiment à mi-chemin entre ces 2 grandes figures, et on voit vraiment comment il acclimate hein, très, très clairement cette grande manière italienne de raconter l'histoire. Le tableau au centre représente les massacres du Triumvirat. C'est donc ce moment un peu dramatique hein, où vous le voyez avec une manière très sensuelle, très brillante de loin, hein, eh bien, raconte en fait les atrocités commises donc sous ce Triumvirat mené en particulier par le futur Auguste pour condamner donc les responsables de la mort de César. Et donc c'est vraiment ce paradoxe hein, entre une manière extrêmement colorée de mettre en scène cette antiquité romaine, mais un certain nombre de cruautés, vous le voyez, s'y déroulent. Hein. On peut vraiment compter le nombre de têtes décapitées sur l'ensemble de la toile. Autre atrocité représentée, hein, c'est cet aveuglement de Zaleukos et son fils. Zaleukos est un législateur grec qui met en place une loi condamnant l'adultère. Malheureusement pour lui, son fils eh bien, est condamné pour adultère et la sentence hein, que Zaleukos avait mis en place, c'était donc l'aveuglement. Eh bien, il est coincé, hein, Zaleukos, incarnation de la justice. Il ne peut pas ne pas condamner son fils, qui est donc condamné à l'aveuglement, mais évidemment, c'est aussi par amour pour son fils qu'il choisit donc de percer un œil de son fils et de se percer lui-même l'autre. Donc on est encore une fois, vous voyez, face à une scène atroce, hein. L'aveuglement est en cours, mais de loin, encore une fois, vous voyez, une scène assez charmante avec un coloris très frais, une très belle femme vue de dos et encore une fois un grand théâtre urbain avec des personnages aux fenêtres. Hein. C'est vraiment cette théâtralisation de l'histoire qui est aussi en cours. C'est un tableau vraiment très important, très intéressant, une redécouverte faite pour l'exposition, un tableau qui était dans les réserves de la William
William Morris Gallery, donc à Londres. Cet artiste, vous le connaissez peut-être, Art and Craft, donc vraiment un musée dans lequel on n'attendait pas à trouver un chef-d'œuvre de la Renaissance française, qui a été restauré pour l'occasion par nos collègues de la National Gallery de Londres et qui est donc présenté côte à côte, à côté du tableau de Beauvais, et ce grand tableau aussi de Londres, mais de la Courtauld Gallery, qui n'était pas venu en France depuis 1972 et qui est censé représenter la rencontre de Charles Quint et du bey de Tunis. L'iconographie est un peu complexe, peut-être faut-il encore la creuser. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce grand langage de Niccolò assimilé par un Français. On retrouve vraiment cette mise en scène de l'histoire comme on l'a vu dans la première salle, avec ces figures coupées au premier plan, cette imagination très fertile dans la description des armures, et aussi ce grand panorama très ouvert sur le lointain, qui faisait vraiment la marque de fabrique des premiers dessins que l'on pouvait admirer dans la première salle. Alors on se trouve face à une des confrontations les plus importantes pour cette exposition, dont je suis vraiment très fier. Cet Auguste et la Sibylle du musée du Louvre et le Saint-Denis de Los Angeles du Getty Museum, donc un prêt vraiment exceptionnel pour notre exposition, qui fait l'affiche et la couverture, donc c'est vraiment une image iconique de Caron. Les deux tableaux marchent vraiment ensemble, on le voit très clairement par leur composition qui semble vraiment se répondre, presque être dépendants, et le cœur aussi de leurs propos est assez similaire. Auguste et la Sibylle, donc c'est ce moment où Auguste vient voir la Sibylle de Tibur qui lui annonce la venue future du Messie, avec l'apparition soudaine de la Vierge et l'enfant dans le ciel. On est censé être à Rome, dans l'histoire évidemment, mais vous voyez que l'artiste a complètement métamorphosé l'Antiquité romaine, qu'il a transposé dans un panorama urbain qui a beaucoup de points de référence pour la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une image de Paris, et encore une fois, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, on admire vraiment cette mise en scène très théâtrale de Caron, puisqu'on a presque l'impression d'être devant des figures qui elles-mêmes seraient positionnées devant une toile de fond, avec ces petites fabriques, qui reprend vraiment les dessins de décors de théâtre tels qu'on les connaît vraiment à l'époque. C'est aussi une image de propagande, tout ça n'est jamais très anodin, vous l'avez bien compris, puisqu'on voit en particulier ces deux colonnes qui sont une référence à Charles IX, et vous avez aussi la couronne royale qui trône en haut de ces colonnes. Donc on essaye de faire de Charles IX un nouvel Auguste, une nouvelle incarnation de l'Antiquité romaine. Ces colonnes salomoniques, ces colonnes torsadées, c'était celles du temple de Salomon, et donc on cherche aussi à faire donc de Charles IX une nouvelle incarnation de Salomon. Et au-delà de tout ça, Paris se métamorphose elle aussi en Nouvelle Jérusalem. Ces millefeuilles de symboles sont aussi évidemment mises en scène dans cette superbe image de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le saint par excellence de la monarchie française, et il est représenté ici en train de convertir les philosophes païens. Donc évidemment, encore une fois, tout ceci est extrêmement symbolique dans un contexte de guerre de religion. C'est une image vraiment formidable de l'art de Caron, une des plus belles peintures de l'art français, avec ce ciel d'apocalypse qui illumine l'ensemble de la composition. On a cherché à faire de cette image ou du massacre des triumvirats, qui malheureusement n'a pas fait le déplacement par sa trop grande fragilité, de sorte d'annonce de la Saint-Barthélemy. Il faut sans doute être un peu plus sage dans l'interprétation de ces deux tableaux. Caron n'est pas en train de prendre une boule de cristal et d'annoncer quelque chose. La Saint-Barthélemy, c'est 1572. Les massacres du triumvirat est daté de 1566. Il faut plutôt y voir des allégories humanistes du bon gouvernement, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une réflexion autour du pouvoir, comment il doit être mené, et surtout ne doit pas être partagé. Le triumvirat, le cœur du pouvoir, est partagé entre trois figures, et évidemment on cherche plutôt à rassembler le pouvoir en une seule et même figure, et celle-ci est vraiment la figure du roi.
On se trouve devant la dernière séquence de cette exposition avec ces deux grands cortèges derrière moi, celui du musée du Louvre et le tableau du musée d'art de Nantes qui se trouve devant moi. Le Christ et la femme adultère ont été réévalués à l'occasion de cette exposition. C'était deux œuvres qui étaient considérées comme des œuvres d'Henri Le Rambert, ce suiveur que l'on a vu un petit peu plus tôt, et que l'on a choisi donc de remettre comme des œuvres de Caron. Ici, on se trouve face à une représentation extrêmement hermétique, pas forcément très facile à comprendre à premier abord. En fait, on y voit l'amour sur le point d'être enseveli, donc il est mort. Sa mère Vénus est dans le ciel sur un char, et donc il est porté en procession par des petits angelots qui maintiennent, vous le voyez, un certain nombre de ses attributs et qui le conduisent donc vers le temple de Diane qui se trouve au fond de la composition. C'est donc une image un petit peu humaniste, encore une fois, lettrée, de la confrontation entre l'amour charnel, qui est bien incarné par ce petit Eros, et l'amour chaste, qui est représenté par Diane, la déesse pure, qui trône sur ce temple en haut à droite. Donc c'est vraiment une image très littéraire qui a servi sans doute de support à cette représentation, peut-être un petit peu dans la mouvance de ce qui existait à Annette autour de Diane de Poitiers et qui montre vraiment la survivance des thèmes qui étaient glorifiés par cette favorite d'Henri II. De l'autre côté, une résurrection du fils de la veuve de Naïm, c'est une autre œuvre inédite montrée pour la première fois pour cette exposition, qui est dans une collection particulière et qui représente donc un nouveau cortège, mais vous le voyez ici plutôt un cortège biblique, puisque le Christ est en train de ressusciter un jeune garçon. C'est un tableau très intéressant pour la dernière manière de Caron. On est vraiment sans doute à la veille de sa mort. On reprend donc cette idée des cortèges, on en a vu à plusieurs reprises. Vous voyez cette palette encore très personnelle et surtout cette grande importance accordée au paysage qui constitue vraiment les deux tiers du panneau et qui ouvre vraiment la composition, cette grande peinture d'histoire telle qu'on la connaît aussi un petit peu plus tard au XVIIe siècle. C'est vraiment des images qui ont sans doute eu une importance pour le grand genre du paysage historique tel que le XVIIe siècle le pratiquera et le théorisera, et on pense vraiment au grand paysage de Poussin ou de Lorrain. Et c'était aussi cette idée de cette exposition de montrer le Caron passeur qui ouvre vraiment vers les générations futures et qui est vraiment un des grands précurseurs de la peinture d'histoire du XVIIe siècle. Je vous remercie de m'avoir accompagné au cours de cette visite. Je vous attends donc nombreux au Musée national de la Renaissance. L'exposition Antoine Caron, le théâtre de l'histoire, est ouverte jusqu'au 3 juillet.